Alors pour commencer par le commencement, j'ai connu Jean Guichard dans des conditions un petit peu bizarres. Je travaillais à l'époque pour le musée de la spéléologie au Roc de Taillac avec les copains du Spéléo Club et on parlait déjà de ce nouveau conservateur des Hésies qui avait la réputation d'être quelqu'un d'un peu sévère. Et tout en travaillant dans la falaise un jour, il y a un bloc de pierre qui m'a échappé et qui est tombé sur la route juste au moment où arrivait une Volkswagen de couleur grise dont on m'a dit qu'il s'agissait de la voiture du conservateur. Alors il a klaxonné, il est reparti, et le lendemain matin, bien entendu, je me suis payé une lettre d'excuse, un coup de téléphone, et en réalité, ce n'était pas la voiture du conservateur. C'est ainsi que nos relations ont commencé d'une façon en fait fort agréable. Et en réalité, il avait déjà une réputation importante, en particulier auprès des spéléologues, puisque en 1956, étant à l'époque journaliste au journal La France du Sud-Ouest, la Nouvelle République, si je ne m'abuse, il avait couvert, comme on dit, la redécouverte, je dis bien la redécouverte des gravures et des peintures et des dessins de Rouffignac. Et on lui doit, du moins le disait-il, on lui doit la redécouverte d'un plan de Rouffignac dressé, levé par le conventionnel Gabriel Bouquier en 1792, dont il se souvenait que le musée des Hésies avait gardé l'exemplaire original, et il est parti dans une grande démonstration pour montrer que ce plan existant depuis la Convention, les peintures et les gravures étaient en fait originales et non pas, comme on le disait, des faux. En réalité, ce raisonnement m'a toujours un petit peu surpris, mais en fait, il est mêlé à l'histoire de la redécouverte de Rouffignac, et il y a quelque part une photographie qui représente le professeur Graciosi, l'italien, en train d'expertiser une paroi sous le regard de Jean Guichard, habillé, je crois, avec une salopette. Bref, je crois d'ailleurs que c'est à la suite de cette redécouverte du plan du conventionnel Bouquier qu'il est entré plus ou moins en préhistoire, encore qu'il devait avoir déjà des antécédents. Ça se passait en 1956. Il travaillait à l'époque à la France et il nous avait raconté qu'un vieux typographe de ce journal avait dit que pour les grandes nouvelles, il fallait utiliser à la une du journal les caractères mort du pape. Mort du pape, ça veut dire que c'était les caractères qui étaient réservés au décès du Saint-Père, ce qui malgré tout n'arrive pas très souvent. En réalité, Jean Guichard avait derrière lui pas mal de choses, notamment cette mission du CNRS à Wadi Alpha, en Nubie, c'est-à-dire avant que le barrage d'Aswan ne vienne recouvrir ces sites. Et il y a deux choses qui m'avaient intéressé dans ce qu'il nous avait raconté, et ce que nous avait raconté Geneviève, c'est d'une part la fouille, plutôt la récupération de silex sur le flanc d'un oued, sur le flanc d'un ravin, qui était d'une part escarpé, mais qui était aussi l'émonctoire des WC ou des toilettes des Nubiens, et dans lequel ils triaient les silex au milieu des étrons. Et la deuxième chose qui m'avait frappé aussi, trois choses même. Deuxième chose, c'était la découverte qu'il avait faite d'objets et de silex moustériens, je dis bien moustériens, à l'emplacement exact d'Abou Simbel, l'emplacement originel d'Abou Simbel, qui depuis, bien sûr, a été inondé et a été déplacé. Et puis la troisième chose qui m'avait toujours frappé, c'est une photographie qui est dans le livre de Madame Borde, où on voit Jean Guichard, vêtu d'une saharienne, costume de toile, parmi les dunes, en train de faire des repérages avec une sorte de trépied devant lui qui fait tout à fait explorateur. En réalité, c'était effectivement un explorateur, parce que quand on veut bien réfléchir, on lui doit en partie la fouille par décapage. C'est-à-dire que quand on parle de fouille, on évoque bien sûr toutes les fouilles anciennes, où les préhistoriens faisaient des tranchées pour étudier
la stratigraphie, mais surtout pour récupérer des objets. Mais quand on parle de décapage, on pense tout de suite à André Leroi-Gourhan, à ses fouilles d'Arcis-sur-Cure et de Pincevent, où il a littéralement enlevé feuille après feuille le grand livre de la Terre pour savoir comment ça se passait, pour retrouver le sol en l'état, le paléosol. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est qu'en même temps, quand on fait une découverte, elle est toujours dans l'air. En même temps, il y a deux personnes qui ont fait la même chose. C'est d'une part le docteur Jean Gossin dans les gisements magdaléniens de la moyenne vallée de l'Isle, et d'autre part Jean Guichard qui, je crois, a découvert le gisement qui est dans le parc, dans la terrasse du château de Corbillac, chez le colonel de Corbillac, où il y a un très bon paix charmant, par parenthèse. Et là, il a mis pour la première fois au point cette histoire de fouille par décapage. À ma connaissance, ça mériterait d'être vérifié, je crois que le professeur Borde s'est emparé de cette fouille et l'a publiée justement pour faire pièce à Leroi-Gourhan qui était en train de publier Arcis-sur-Cure ou Pincevent. D'autre part, comme on sait, on doit à Jean Guichard ces fouilles très passionnantes de la région de Creys, au fait du Bergeracois, ce qu'il appelait d'ailleurs la roure du silex, puisque c'est là que les préhistoriques venaient se servir en silex, venaient tailler le silex, laisser les éclats et emporter les outils, sites qui ont été découverts, je crois, par le père de Jean Guichard et exploités par lui. Deux choses intéressantes, c'est qu'une de ces fouilles du côté de Tirgan, au niveau d'une doline dans laquelle il avait repéré une couche particulièrement intéressante qu'il appelait grain de sel, je crois, a été reprise lors de la mise au point de la déviation de Bergerac, et ça a parfaitement confirmé ce qu'il pensait. Il y a eu une très belle fouille de confirmation, et d'autre part, il y a un musée de préhistoire à Creys qui est tout à fait dans l'esprit de Jean Guichard. Tout récemment, en travaillant sur la grotte de la Roche de la Linde, nous avons retrouvé un peu par miracle aux affaires culturelles à Bordeaux 2 rapports de fouilles assez courts de cette grotte de la Roche de la Linde. C'est la grotte où ont été trouvées des plaques, il y en a 4 ou 5 en définitive, où sont représentées des silhouettes féminines, des figures féminines schématiques avec un gros fessier et qui remontent au Magdalénien supérieur. Eh bien, tout récemment, nous avons appris qu'il avait fouillé, d'une part au pied de cette grotte, qui est dans une falaise, et également dans la grotte elle-même, mais il a dû s'arrêter parce qu'il a été nommé à ce moment-là, ça se passait en 68 par là, 69, il a été nommé comme conservateur du musée des Hésies. Moi, ce qui m'a toujours frappé chez Jean Guichard, c'est cette espèce d'enthousiasme qui était le sien. Enthousiasme à la fois pour la préhistoire, ça c'est évident aussi, mais afin de pouvoir mener à bien ses idées concernant le musée des Hésies, cet enthousiasme aussi pour l'action municipale, qui peut paraître pour nous, chercheurs, un peu trivial, mais quand même qui l'a amené à s'occuper de la mairie, à s'occuper de la halle paysanne, à s'occuper du parking, etc., où il a quand même certainement sacrifié pas mal de temps dans le but de pouvoir construire ce beau musée des Hésies, qui n'a vu malheureusement le jour que après sa mort. Et il avait des idées, il a fait d'énormes dossiers, des énormes dossiers grands comme ça, qu'il nous montrait, ou il nous a donné 1 ou 2 exemplaires, et qu'il transmettait à sa direction, afin d'essayer de pousser son idée du musée des Hésies, mais aussi d'autres idées, et d'excellentes idées, l'idée d'un musée du temps, qui aurait trouvé place dans la forge des Hésies, ce grand bâtiment très long, et aussi, car il avait été mis en charge des collections du musée de Brantôme, eh bien à Brantôme, pourquoi pas un musée de la femme, puisque les âmes galantes sont là, et qu'il existe bien un musée de l'homme. Et toujours en poussant toujours au maximum cette idée de musée des Hésies, il s'était fait donner, car c'est lui
qui se l'est fait donner par le marquis de Campagne, le château de Campagne, à condition que ce château serve à une exposition, un musée ou des laboratoires concernant l'étude de l'homme. Et ce château de Campagne, bien sûr, il voulait en faire des laboratoires, 5 ou 6 laboratoires, dont une photothèque, et avec lui, tous les deux, nous étions propulsés un jour rue de Valois, chez Maurice Druon, au ministère de la Culture, pour essayer de récupérer des crédits. Et je dois dire que nous avions été très bien reçus par cet académicien ministre, et il nous avait tout simplement donné 1 milliard d'anciens francs, 1 milliard de centimes, ce qui représentait beaucoup. Et nous sommes revenus à Périgueux, et lui est revenu à Périgueux, très heureux avec son milliard, manque de chance. Ce milliard a été détourné par Yves Guéna et a permis de construire les laboratoires du centre de préhistoire des Usines. Voilà à peu près ce que je voulais dire au sujet de Jean Guichard. En tout cas, pour moi, il a été quelqu'un d'extrêmement puissant, d'extrêmement efficace, et je n'oublie pas bien sûr Geneviève Guichard, le charme de Geneviève, et tout particulièrement son côté à la fois plein d'humour et également son côté de pédagogue qui lui a permis de travailler au musée des Saisies pour l'enseignement de la préhistoire.